en effet, Claire Chanel, pour resituer un petit peu l'activité de cette entreprise et que vous compreniez mieux ce dont on va parler aujourd'hui, c'est une entreprise d'affichage. Donc l'affichage, c'est l'un des médias les plus vieux au monde. C'est ce que l'on voit dans la rue sous forme de mobilier urbain, aussi de panneaux 4x3. Et puis aussi, c'est ce que l'on voit de plus en plus dans les lieux publics, dans les gares, les métros, le long des lignes de tramway. Et en fait, c'est un média qui est donc le plus vieux du monde parce qu'initialement, c'est un média qui servait sur les places, notamment dans les villes. Donc là, on revient à un des sujets clés qui concerne l'évolution de notre média et sa fonction dans la rue et sur la place publique, qui servait à véhiculer des messages au plus grand nombre. En latin, le terme média, ça veut dire intermédiaire, trait d'union. Donc si on fait un tout petit peu, on va dire, de réflexion approfondie sur l'utilité et ce que ça veut dire aujourd'hui quand notre média évolue, au final, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'évolution de ce trait d'union. Qu'est-ce qui fait le lien aujourd'hui entre une marque et un consommateur? Qu'est-ce qui fait le lien aujourd'hui entre un citoyen et sa ville, ou au sens grec du terme, la cité? On a vécu, comme beaucoup de médias, une transformation. Donc c'est un mot très à la mode. Nous, notre transformation, ça a été essentiellement, comme beaucoup d'acteurs, la digitalisation de notre support. Digitaliser un support comme l'affichage, ça veut dire tout simplement mettre un écran à la place d'un support print. Donc je sais qu'aujourd'hui, on est là plutôt pour faire la promotion du print, mais en même temps, c'est intéressant de voir que même, vous allez le voir tout à l'heure, s'il y a une évolution grâce au digital, c'est une très bonne manière en fait de repenser le print. Et donc cette évolution, on va dire technologique, au départ, elle est assez basique. C'est que dans des lieux comme les centres commerciaux, au lieu d'avoir des dispositifs print, on a digitalisé. On a digitalisé en mettant un écran. Mais une transformation digitale, pour nous, il y avait deux manières de l'appréhender. Soit ça devenait une vraie menace, et on le voit aujourd'hui avec le secteur de la presse. Le fait d'avoir digitalisé le support à travers des applications et à travers les sites, ça a été une menace économique très forte parce qu'ils n'ont jamais réussi à retrouver leur niveau de rentabilité, ni même les niveaux de chiffre d'affaires qu'ils ont pu avoir auparavant. Pour nous, on est arrivé très tard dans la digitalisation dans le monde des médias. On est l'un des derniers médias à se digitaliser au final, parce que regardez, si on regarde rétrospectivement, pardon, c'est en 2012 qu'on digitalise fortement en France, en tout cas, les supports print, alors que la presse avait déjà commencé dès 2008, dès 2009, dans cette logique, on va dire, applicative. Et je ne parle pas de la télé à la demande, de la télé via les box, etc. Donc pour nous, en fait, l'un des grands enjeux, ça a été de se dire, si on ne veut pas transformer la digitalisation de notre support en une menace, il faut absolument, et de par notre positionnement sur le marché français, on a des très gros concurrents, il faut qu'on crée une différence stratégique tous les ans. Il faut qu'on arrive tous les ans à animer un marché en disant, voilà, on ne va pas oublier ce qui se passe sur l'activité print, mais sur le digital, on va créer un nouveau média. On ne va pas juste dire qu'on se digitalise, mais on va être dans une logique d'épouser aussi les grandes tendances des autres médias. Concrètement, ça veut dire quoi? Quand on se lance en 2012, donc là je vous parle d'environ 200 grands centres commerciaux français opérés par des acteurs comme Unibail-Rodamco, Klépierre, Altarea Cogedim, on s'est dit, la logique voudrait que grâce au digital, qui avant était vendu sur une semaine, c'était les campagnes d'affichage classiquement, une marque communique pendant une semaine, on va donner la possibilité de casser ce rituel en fait, de communiquer sur une semaine. Vu que par définition, la chaîne de valeur digitale est beaucoup plus simple à manœuvrer, vous avez un système de réservation, vous avez de la diffusion et de la programmation, on peut offrir cette flexibilité aux annonceurs. Concrètement, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que vous pouviez choisir le jour de la semaine qui était le plus pertinent pour communiquer. Je vous donne un exemple basique, vous n'avez pas les mêmes types de population dans les centres commerciaux, dans un centre commercial comme les 4 temps à la Défense, la semaine et le week-end. Le week-end, vous êtes beaucoup plus sur une cible familiale. La semaine, vous êtes beaucoup plus sur une cible, on va dire, de workers, d'actifs qui travaillent sur le site de la Défense. Pour une marque, ça ne veut pas dire le même positionnement. Ça ne veut pas dire envoyer les mêmes messages. Ça ne veut pas dire choisir les mêmes jours dans la semaine. C'est ce qu'on appelle la flexibilité temporelle. Je choisis, même en fonction de l'heure, ce que je vais communiquer. Je suis un acteur du food, je ne vais pas communiquer de la même manière le matin, le midi et le soir potentiellement. Si j'ai envie de créer une émotion et de créer un drive to store dans mon fast-food, par exemple, je ne peux pas parler particulièrement d'un cheeseburger à 8h30 du matin ou à 9h. C'est peut-être plus pertinent de parler d'un petit déjeuner. Ça, c'était le début.
Je fais beaucoup de pédagogie parce que je pense que c'est important que vous compreniez la rupture vers laquelle on va arriver à la fin. Ça, on est en 2012. Donc, en gros, flexibilité géographique, flexibilité temporelle. En fonction du lieu, en fonction du moment de la journée, je peux communiquer différemment en tant que marque. Après, on est rentré, il y a une grande vague qui est arrivée, qui est l'achat digital. Donc, vous connaissez tous Google, Facebook. Au-delà d'être des acteurs incontournables du marché publicitaire, le digital a poussé beaucoup d'annonceurs à acheter d'une certaine manière leurs médias. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, par exemple, des médias traditionnels comme le nôtre, l'affichage s'achetait sur une semaine, même si on pouvait permettre un peu de flexibilité, sachez que sur le web, vous achetez plutôt des volumes de contacts, des volumes d'impression. Donc nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est d'épouser ce genre de tendance et avoir des offres qui s'inspirent de ce qui se passait sur le digital parce que ce mode d'achat était devenu prédominant. Et au fur et à mesure, on est rentré dans des logiques contextuelles. C'est-à-dire qu'on a essayé d'enrichir toujours. Contextuel, ça veut dire quoi? Je suis une marque, je vais proposer à la marque, en fonction des mots qui sont tweetés sur son compte, des mots-clés, en fonction potentiellement d'un scandale sanitaire, je vais pré-programmer une campagne. Donc je vous donne un exemple. Je suis une coopérative laitière. Je vais absolument avoir envie, s'il y a un bad buzz, et je sais qu'il y a des bad buzz actuellement autour du lait, j'ai envie de déclencher une campagne si et seulement si il y a plus de 10 000 messages qui auront été tweetés avec des consommateurs qui disent « Est-ce que vous avez vu les informations aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu ce qui se passe sur le lait ?» Un autre élément de contexte, c'est la température extérieure. Je ne vais pas communiquer de la même manière si à Marseille il fait très beau et à Paris c'est plutôt très nuageux. On a fait notamment des campagnes pour des boissons où en fonction de la température extérieure, ce n'était pas la même création qui allait être diffusée. Donc si c'était un temps plutôt maussade, on allait plutôt partir sur une boisson qui rappelle un petit peu l'été, etc., etc. Donc c'était volontairement provocateur, c'était Volvic qui avait fait ça. Mais cette logique de trouver du contexte permet d'enrichir la campagne publicitaire. Et est arrivé, on va dire, dans les années 2016-2017, un vrai virage, c'est les grands écrans, les grands dispositifs événementiels digitaux dans les centres commerciaux, mais pas que. Les grands dispositifs événementiels, c'est que en gros, imaginez, quand je vous parlais de la digitalisation de notre support, on était sur un format qui fait environ 2 mètres carrés. Là, on parle de formats qui font 150 mètres carrés, 200 mètres carrés dans des grands centres commerciaux. Et là, on a été dans une logique plutôt de créer un événement. On est rentré dans l'ère plutôt de l'entertainment. Et en 2018, toujours ce média qui évolue, on a une vraie rupture. Une vraie rupture parce que, comme vous l'avez constaté peut-être, on est le seul média à ne pas avoir de contenu. Vous regardez la télé, vous écoutez la radio, il y a un contenu. L'affichage, vous n'avez pas de contenu. Le seul contenu que vous avez est un contenu publicitaire. Et là, on a fait quelques constats. Le premier constat, c'est qu'à chaque fois que l'on faisait une grande opération événementielle, il y avait des choses qui nous dépassaient. La viralisation de l'opération, le fait que des gens se prenaient en photo, en selfie, que les gens postaient sur Facebook, tweetaient. Et là, on s'est rendu compte, en fait, il y a une viralisation des campagnes publicitaires qu'on ne maîtrise pas. Ça a été un premier point de départ dans la réflexion. Le deuxième point de départ, c'était de se dire, on nous a, entre guillemets, bourré le crâne depuis toujours dans le monde publicitaire sur chaque média a une fonction. L'affichage a une fonction, la télé a une fonction, la radio a une fonction. Et en fait, ce qu'on constatait, c'est qu'on avait des marques et des agences qui, en gros, se disaient, mais arrêtez de nous mettre dans une case, arrêtez de mettre votre média dans une case, parce qu'au final, aujourd'hui, avec la digitalisation, une campagne qui commence sur le web, elle peut être très pertinente à être poursuivie dans le monde physique et vice-versa. Ce qui se passe dans le monde physique peut continuer à vivre sur les réseaux sociaux, ne serait-ce qu'à travers un post ou à travers une prise de photo ou un partage de vidéos. Et on a décidé aussi de réinventer ce qu'on appelle la narration publicitaire. Et là, vous allez voir qu'on rentre dans quelque chose qui est un peu plus intéressant et vraiment en rupture. On n'est pas un média de contenu. Par contre, on a constaté une grande évolution, c'est que sur Facebook, 85% des vidéos sont lues sans son. Notre média, par définition, digitalisé et sans son. Dans la rue, vous ne pouvez pas activer du son. Premier point de départ de la réflexion. Deuxième point de départ de la réflexion, c'est que dans notre travail au quotidien, on doit convaincre les villes de travailler avec nous, bien entendu, parce que le mobilier urbain, les concessionnaires sont les villes, mais que dès qu'on parlait de la digitalisation, les villes avaient peur. Je vais avoir des levées de boucliers sur mon territoire de la part de mes citoyens parce qu'ils vont commencer à me dire « mais attendez, vous mettez du digital dans ma ville, ça va polluer visuellement, il y a la consommation électrique du digital », bref, c'est ce qu'on appelle un bad buzz. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup de villes qui nous disaient « écoutez, on a un contrat de mobilier urbain avec vous, mais par contre la digitalisation de ce contrat-là, elle nous dérange un petit peu, on a peur des levées de boucliers de la part des citoyens ».
Et vous le voyez encore aujourd'hui, il y a des associations qui militent fortement. Et là, on s'est dit, en fait, on a un déficit d'image. On a un déficit d'image parce qu'on n'est pas un média de contenu. On a un déficit d'image parce qu'on ne raconte pas d'histoire. On a un déficit d'image parce qu'au final, notre utilité, elle n'est pas claire. Et on passe plus pour un publicitaire que pour un acteur de la vie publique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir un acteur qui nous plaisait beaucoup, de par son positionnement, que vous connaissez peut-être ou pas, qui s'appelle Brut, donc, qui est un éditeur de contenu, donc des ex-Canal qui ont monté cette petite entreprise qui est en train de grossir fortement. C'est 200 millions de vues par mois environ sur Facebook, Brut, essentiellement sur des thématiques qu'on appelle progressistes, donc des thématiques environnement, des thématiques justice sociale, des thématiques autour du citoyen, un traitement de l'actualité avec un format assez spécifique. On est sur un format d'1 minute 30 sous-titré exclusivement sur Facebook et Twitter. Et on s'est dit, mais au final, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous pour, en épousant cette nouvelle vague de la narration publicitaire, la quête de sens pour les marques, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec vous? Et arrivait très vite l'idée de déporter ce format qui avait un fort succès sur les réseaux sociaux dans le monde physique sur nos dispositifs digitaux. Donc vous voyez un exemple de vidéo, là on est typiquement sur de la vidéo qui à la base fait 1 minute 30 sur Facebook ou sur Twitter, et nous on les a réadaptés en 30 secondes avec Brut. Et en fait, à la ville qui avait peur, on lui a dit, on ne va pas aller juste mettre de la publicité, on va rajouter aussi du contenu d'ambiance. On va être dans des endroits où potentiellement il y a une consommation de contenu parce que les gens marchent lentement ou parce qu'il y a du temps à consommer, et on va essayer justement d'embellir un petit peu notre ligne éditoriale. Et Brut aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les marques elles doivent parler différemment à leurs consommateurs. De moins en moins, vous allez voir de messages promotionnels. Vous pouvez couper le son, en fait. Bon. Et en fait, là, c'est un exemple de vidéo Brut. En fait, ça, c'est une vidéo pour une marque. Donc, on est sur une logique, on va dire, de contenu, où quelqu'un va expliquer qu'il y a de la pollution à l'intérieur. Et là, vous voyez, c'est un ingénieur Dyson qui est interrogé, en fait. Et en fait, c'est Dyson qui a commandé ce publi-reportage digital nouvelle génération. On a tous connu dans le journal du dimanche les 4 pages au milieu, publi-reportage, écran gros. En fait, c'est ça la nouvelle forme de publi-reportage aujourd'hui pour les marques en digital. C'est comment je parle de mon produit en ne parlant pas de mon produit. Comment je parle de moi sans être dans une logique purement promotionnelle. Pourquoi? Parce qu'une marque aujourd'hui, elle a un constat qui est juste édifiant, c'est que sa marque, son image de marque se fait et se défait très rapidement. Dans l'histoire de ce qu'on appelle le management de crise, avant, vous aviez un problème en tant que marque. Je reprends l'exemple de la coopérative laitière. Vous alliez au journal télévisé et au final, vous étouffiez la crise comme ça. Vous appeliez quelques journalistes et vous étouffiez la crise comme ça. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux que vous pouvez étouffer la crise. Et pour avoir un minimum de crise et justement avoir un dialogue avec ses consommateurs, les marques sont obligées de trouver des nouvelles formes de narration publicitaire. Et donc, nous, on a repris ça en main avec eux en créant un partenariat et on s'est dit, on va aller aussi un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va essayer d'industrialiser le fait que ce que l'on produit comme événement puisse vivre sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on est en mesure, par exemple, d'activer des influenceurs en fonction d'une thématique. Je vous donne un exemple à travers la campagne qui est juste là. C'était pour le lancement de Jurassic World. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des influenceurs grand public qui ont relayé cette opération publicitaire qui a été faite avec Clear Channel. Avec un objectif, c'était de proposer à une marque, donc là on a travaillé avec Universal, de démultiplier les points de contact et pas juste être dans une logique d'un point de contact d'une opération qui se situe à un endroit Y, mais d'être dans une logique où ce qui se passe peut aller vivre ailleurs. Donc en fait, on diffusait en exclusivité la bande-annonce du film, il y avait eu tout un teasing, et derrière, ce qui est intéressant, c'est que surtout, on a eu des retombées assez fabuleuses. C'est-à-dire que c'était une campagne digitale, opérée donc par un acteur de l'affichage, avec une logique de contenu derrière. Et donc, c'est ce que je vous disais, en même temps, des influenceurs ont tweeté ce qu'ils étaient en train de regarder. Je vous passe les quelques chiffres, mais ils sont assez édifiants, c'est-à-dire qu'on est sur des taux d'engagement qui sont même plus forts parfois que certaines campagnes purement digitales. Tout ça parce qu'en fait, on a mixé et qu'il y avait une histoire. C'est pour ça qu'on a appelé ce concept Hyper Stories. On a connu les liens hypertextes. Aujourd'hui, les histoires publicitaires, ce sont des histoires qui rebondissent de média en média, avec un fil conducteur qui est une narration, une manière de parler aux consommateurs.
Mais je vous expliquais tout à l'heure qu'une de nos problématiques quand on a signé ce partenariat avec Brut, donc qui vient du monde du contenu et qui nous éduque, avec qui on va voir des clients ensemble, on avait cette problématique de la ville et du digital. Sur le secteur publicitaire, on l'a vu, mais sur la ville, on n'avait toujours pas réglé notre problème. Et en fait, ce qu'on a décidé de faire avec Brut, et qui a fonctionné, c'est qu'on a créé un nouveau média pour les villes. C'est-à-dire que Brut travaille en exclusivité avec Clear Channel pour que dans les villes où il y a du mobilier urbain qui devient digital, on puisse avoir entre guillemets une chaîne locale, un traitement des initiatives de la ville au format Brut. Pourquoi c'est intéressant pour la ville? Petit 1, on ne parle plus de publicité, mais on parle de contenu. Petit 2, ça permet de dialoguer avec une génération qui n'a pas les mêmes codes que nous. Moi, j'ai 40 ans, je sais que mes enfants aujourd'hui, si je leur montre pas, si c'est pas une vidéo qui peut se lire dans un endroit sans qu'il y ait de son, si c'est pas une vidéo qui va être très courte, si c'est pas une vidéo qui est impactante, si c'est pas une vidéo qui peut se partager, ça ne l'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Et donc les marques aujourd'hui sont en plein dans cette logique et cette disruption pour eux, qui est de dire quel est le bon canal de communication avec cette génération qui arrive. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de constater, c'est que c'est la manière dont on dialogue sur les réseaux sociaux qui vient impacter le dialogue des marques sur tous les autres supports. Et donc, avec la ville de Rennes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris Brut et on a utilisé les initiatives de la ville de Rennes au format Brut pour les mettre en avant. Et en fait, là, on a permis de rassurer la ville sur le digital. On leur a tout simplement expliqué que ce n'était pas juste un écran qui était là, mais c'était une nouvelle forme de dialoguer avec une génération de millennials. Mais c'était une manière aussi de communiquer différemment sur les initiatives de la ville. Et aujourd'hui, chaque ville qu'on digitalise, on la digitalise avec Brut parce qu'on crée un média local avec Brut où on va parler des initiatives de la ville et plutôt des initiatives progressistes. Et je vais juste finir sur cette petite vidéo donc, qui a été faite justement par Brut pour mettre en avant ce concept et ce tournant stratégique pour nous qui est le lancement d'Hyperstories. Et pour conclure, moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'on a bien vu qu'on était l'un des médias les plus vieux au monde. Limite, on pouvait remonter à Homer et sa logique de je m'adresse à beaucoup de monde sur une place de marché. En fait, aujourd'hui, on est en train de devenir un média des plus modernes. Pourquoi? Parce qu'on a su prendre tout ce qui était positif du digital, on a su se disrupter en allant chercher du contenu. Et aujourd'hui, on redevient un acteur. Et pour juste vous donner un petit ordre d'idée, on a des acteurs comme Google qui sont en train de racheter des actifs dans l'affichage en Allemagne. On a Netflix qui vient de racheter une entreprise spécialisée en affichage aux États-Unis. Et nous, on continue en tout cas d'essayer de tracer notre voie, mais c'est un média qui est passionnant, croyez-moi. Je vous remercie.